découvert les tours de Trango quand j'ai commencé l'escalade, il y a une vingtaine d'années. J'ai tout de suite été attiré par ces tours, hein. Elles m'ont tout de suite fait rêver. C'est le côté sauvage, le fait qu'on soit au fin fond de l'Asie, au bout d'un des plus grands glaciers de l'Himalaya. C'est des tours qui sont pas facilement accessibles, hein. On met une bonne semaine pour aller sur place. Après avoir pris la décision de partir là-bas, on s'est lancé dans toutes les formalités administratives. Ça commence par trouver une agence sur place. Donc là, on a la chance d'avoir des copains qui étaient déjà partis là-bas quelques fois, qui nous ont recommandé l'agence avec laquelle ils étaient partis et finalement ça a été notre choix. Dans le même temps, on s'est fait les demandes de visa. C'était assez lourd. Il y avait quand même énormément de choses à renseigner. Il y a eu quelques allers-retours avec le gouvernement pakistanais, mais avec le temps, ça s'est fait. Et ensuite, il y a eu le tri du matériel à emmener sur place. Tu veux en emmener le maximum, mais évidemment, les compagnies aériennes, elles ne te laissent pas partir avec 200 kilos chacun. Donc là, on a fait le tour des magasins, des comparatifs sur Internet pour trouver vraiment le meilleur matériel. Tous ces préparatifs, ça nous a pris 2 bons mois. Après un mois d'août bien chargé, on est enfin parti, nous voilà dans l'avion, direction Islamabad, petite escale à Istanbul. On fait un petit vol interne, un petit transfert, et on est enfin à Skardou, un peu le Chamonix pakistanais, sans aucune comparaison, mais c'est la ville la plus près des montagnes. On devait partir direction le camp de base dès le lendemain. Quelques jours avant, l'imam avait décrété que c'était le nouvel an musulman, les 2 jours à venir, donc la fête de Muharram. Et on nous annonce que les routes sont fermées, qu'on ne pourra pas avoir de porteur. Donc on est là pendant 2 jours à naviguer, découvrir la ville, se reposer et aussi prendre conscience qu'on est en train de vivre un choc culturel. Tu veux boire un coup, Jeff? Il y a le gobelet commun là, vas-y. Je bois avec le gobelet commun. Mais celui qui a bu avant, c'est mon ami Hassan. Ishaq, pardon. Et c'est ainsi que Jeff chopa une tourista énorme. Après ces 2 jours d'attente, la Jeep est enfin là. On charge et c'est parti pour une journée de Jeep. Le tarif de base pour accéder au Tour de Trango, c'est 1 semaine d'approche. Ça commence par une journée de Jeep sur les routes de l'impossible, avec son lot d'aventures, hein. Voilà, on est dans la belle vallée de Shigar. Et on est arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que le 4x4 avait plus de frein. Pas de problème. Voilà, donc ils sont partis réparer les freins. Les routes qui sont coupées avec des déchargements, rechargements de cargaison. Heureusement, pour nous, il y avait des jeeps qui étaient bloqués de l'autre côté, donc on a pu à nouveau charger. On a fait une pesée des sacs pour répartir les charges sur les porteurs. On a pile poil 100 kg de matos personnel. Plus... C'est parce qu'on mange beaucoup aussi. Voilà, c'est parce qu'on mange beaucoup. Plus environ 18 charges. Voilà, à répartir dans les fûts, les tentes, etc. Aujourd'hui, direction Ascoli par là-bas. Salam. Et d'Ascoli, le dernier village, on se lance dans 3 jours de marche avec les muletiers, accompagnés du chef muletier, du propriétaire des mules, des porteurs qui prennent le soin d'emmener des poules et des chèvres, histoire d'être bien nourris au camp de base. Et là, on se fait le trek qui nous sert progressivement d'acclimatation, hein. On monte petit à petit en altitude, jusqu'à 4000 mètres, où on est sur le glacier. La seule expédition sur place, on se retrouve dans un magnifique endroit, au bord d'un petit lac glaciaire, au pied des Tours de Trango, prêt à en découdre. Installation du camp de base. Construction d'un mur de soutènement Balti en claquette. Le camp de base il est situé au pied des Tours de Trango,
qui sont à quelques encablures du K2, du Gasharboom 1, du Gasharboom 2 et du Broad Peak, qui sont les 8000 Pakistanais mythiques. Hein. Premier réveil ce matin au camp de base. Là, c'est ma tente au premier plan, celle de Jeff, la cuisine et la tente de Bess. Le lac. On peut se baigner, se laver. Là-bas en vert, il y a une petite source qui coule. Et en dézoomant, autour de nous, au fond, là c'est Shipton Tower, Yulibiao Tower. Là-bas, c'est d'où on est venu hier, le glacier du Baltoro. Et nous, on prend le couloir qui est derrière. On voit pas notre sommet qui est caché. Du camp de base, on part pour s'acclimater directement en faisant un portage en pied de la voie. L'acclimatation, c'est une phase importante. Déjà sur un sommet d'altitude, c'est indispensable de s'acclimater pour que ton organisme se charge en oxygène. Et là, ça va aller d'autant plus parce que de l'oxygène, on va en avoir besoin pour grimper une voie vraiment difficile en altitude. Retour au camp de base. Nous découvrons la nouvelle déco des roses. Prestation de haute qualité. Oui. Eternal Flame, c'est une voie mythique qui culmine déjà à plus de 6200 mètres d'altitude, soit plus de 1000 mètres d'escalade, essentiellement dans le 7e degré. Elles ont été ouvertes par des grimpeurs de légende, hein. C'est Wolfgang Gülich, Kurt Albert, qui sont connus pour être les premiers grimpeurs à avoir enchaîné des voies en EFA. Voilà comment se passe notre première journée d'ascension programmée. Sous la pluie. On est resté dans la tente. Voilà, je vais aller en montagne avec ce livre. Par chance, un premier créneau de beau temps arrive, un créneau de 3-4 jours, que notre routeur officiel Anne Michel nous a délivré. Le premier jour de grimpe se passe super bien, un peu long, dur, le hissage des sacs c'est jamais facile, et certaines longueurs étaient déjà bien costauds, mais on arrive au premier camp, à la nuit tombée, on déplie la tente, on se pose dans les duvets. Et voilà, 23h. La soupe est chaude. On s'est mis une sacrée mission. On a remonté tout le couloir avec Moussa, Ibrahim à 4h du mat. Et on a enchaîné avec la première journée de grimpe. On est défracté. Heureusement, Jeff nous a concocté un bon petit plat. Voici le panorama au réveil. Après la longue journée d'hier, on est parti du camp de base à 4000. Et on est arrivé là à 5007. Au-dessus de nous, le restant de la paroi, il reste 600 mètres. À peu près. Donc là, on découvre une escalade plus raide, plus difficile, bien plus technique, mais tout fonctionne. Dimanche matin, 3e jour d'ascension. Rituel De la 4e année. du jet boil pour faire fondre de la neige. Il en a un peu tombé cette nuit là. Et le lendemain, quand on se lève pour repartir, remonter sur les cordes fixes, on s'aperçoit qu'il a neigé pendant la nuit, que la paroi elle est plâtrée d'un petit centimètre de neige, de glace. Et en fait, au bout de 10 mètres de remontée sur corde, les jumeaux ne marchent plus, les cordes fixes sont gelées, impossible de monter en sécurité. On se les gèle grave. Donc on a pris la décision de faire, voilà, parce que là, le moindre pépin ça peut être dangereux. Voilà, on commence les rappels. Donc après un faux départ pour cause de mauvais temps,
corde gelée, parois absolument pas en condition. On a eu à nouveau un créneau, plus tard dans la matinée, vers 11 h. Donc on est remonté sur les cordes qu'on avait fixées, qui étaient à peu près sèches, jusqu'au point le plus haut. Et on a grimpé dans des conditions vraiment extrêmement dures, avec un froid glacial, impossible de mettre les chaussons, de quitter les doudounes, sachant qu'on avait donc des longueurs terrain d'aventure en 7B à faire. 7B, 7A+. Donc on a fait ce qu'on pouvait, on est monté le plus haut possible. Puis vers 17h30, il faisait trop froid, il n'y avait plus de soleil. On a pris la décision de redescendre. Donc de tout redescendre ce qu'on avait grimpé. Sachant qu'on était à 300 mètres du sommet, on dormir un peu plus confortablement. Et là aujourd'hui la météo et la face permettent pas de grimper, hein, comme vous pouvez en juger par vous-même. Retour au camp de base. Ouais, mais tu vois, Trango, dans la vie, il n'y a pas que la grimpe, il y a aussi la techno. On arrive au camp de base, bien fatigué, épuisé, et il nous faut bien un jour ou deux pour qu'on se remette. Les 2 petits jours se sont transformés en 10 jours parce que pendant les 10 jours qu'ont suivi la première tentative, il a fait mauvais, quelques journées de beau, mais aucun créneau stable et suffisamment long pour qu'on puisse repartir. Évidemment, on commence à douter, à se dire que peut-être qu'on ferait bien de quitter le camp de base pour aller voir d'autres sommets, voire même carrément d'autres vallées du Pakistan. Forcément, cette période de doute, elle est un peu particulière, elle est un peu spéciale. T'es jamais vraiment entraîné à ça en fait. Heureusement, j'avais pas mal de bons bouquins avec moi. Donc moi qui adore lire, ça a été une super opportunité, entrecoupée de quelques journées, quelques sessions d'escalade autour du camp de base. Il y a des belles fissures. On a fait une tentative la journée sur un sommet en face du camp de base qui s'appelle l'Oulibiao. Mais en fait, c'était un tas de pierres cette année-là avec la sécheresse. On a préféré rebrousser chemin. On a fait un peu de grimpe aujourd'hui et le créneau météo qui se profilait se confirme. C'est un créneau qui sera froid, hein, comme le dernier, mais bon, on n'a pas trop le choix. De toute manière. Inch'Allah, comme ils disent là-bas, on a eu un second créneau météo que Anne nous a annoncé quelques jours avant de partir. Donc la motivation, l'envie de retourner revient et on se lance dans les préparatifs et une seconde ascension. Pour cette seconde ascension, on a décidé de bien optimiser le sac, la méthodologie, les horaires de départ pour bénéficier de notre première tentative. On était un peu plus rodés. Donc on arrive assez vite à notre premier bivouac où on avait dû rebrousser chemin lors de la première tentative. On va fixer comme toujours les premières longueurs de corde pour grimper le lendemain. Parce qu'il ne faut pas oublier que les journées commencent à 4h, 5h du matin et qu'à ce moment-là de la journée, on ne peut pas grimper à main nue sur le rocher, pas à ces altitudes. Donc on fixe au préalable les cordes. Voilà, après avoir fixé les cordes la veille, on fait une petite remontée sur corde ce matin. Voilà, on en voit un peu ici. On remonte les cordes avec nos juvards, on hisse les sacs et on se fait cueillir
par un vent glacial. Assez rapidement, j'ai les pieds qui deviennent un peu insensibles dans les gros chaussures de montagne. Jeff, c'est pareil, lui aussi ressent les effets du froid. Tant bien que mal, on gravit les longueurs. Vraiment pas dans le plaisir, dans la difficulté, on avance longueur après longueur. L'imprévu arrive, l'imprévu c'est le mauvais temps qui petit à petit s'installe avec un peu de vent, un peu de gel, puis carrément de la neige. Au pied d'une longueur totalement bouchée par la glace, des précipitations qui sont tombées lors de notre attente. On est sous une petite averse de neige, on n'en peut plus. Physiquement, moralement, on sait qu'il y a encore beaucoup de difficultés qui nous attendent. Et on prend la lourde décision, mais aussi avec soulagement, de redescendre. Donc on se lance dans les rappels de retour au camp de base. On descend, ni plus ni moins. Bon là après ça peut être dangereux. On est à 200 mètres. 200 mètres du sommet. Voilà. Pousse. Et voilà, dernier jour complet passé au pied des tours de Trango au Pakistan. On est redescendu hier du couloir qui est là derrière de notre presque sommet. Ah, ça s'est joué à 200 mètres. Après, on a été pris dans une tempête qui n'était pas du tout prévue par le routage météo. Ça, plus le froid et c'est déjà les difficultés à grimper dans ces conditions, l'impossibilité à grimper dans ces conditions. Ça a fait la différence pour les 200 petits derniers mètres. Mais bon, je crois que l'essentiel de l'expérience, je l'ai vécu. Je suis vraiment content de ce trip au Pakistan avec un peuple dont je ne soupçonnais pas la gentillesse, le sens de l'accueil. J'avais ce vieux rêve d'aller au Tour de Trango, d'aller grimper là-bas et j'y suis allé. Et tu vois, de ne pas être allé au sommet, finalement, c'est pas grave. Par rapport à ce que j'ai pu vivre là-bas, ça me semble bien plus riche, bien plus intéressant, plus important que de juste aller au sommet, faire une croix et en refaire une autre l'année prochaine et une autre et une autre. Ce que j'ai vécu là-bas, c'était tellement fort que j'en garderai un super souvenir. Voici le frigo au bord du lac donc, avec les légumes qu'on mangeait chaque jour. Je comprends maintenant pourquoi ils mettaient beaucoup de piment et beaucoup de sauce. Je comprends aussi un peu mieux ce qui se passe dans mon corps. Tout s'explique maintenant.